Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à ce 32e épisode du balado L'État du monde. Toujours en ma compagnie, Jocelyn Coulon. Comment ça va, Jocelyn? Bonjour, ça va très bien, très bien. Ça se passe bien à Montréal? Oui, c'est pluvieux et on attend le résultat des élections lundi avec beaucoup Ben oui, d'impatience. évidemment. On pourra peut-être en reparler en fin d'épisode. C'est quoi peut-être tes projections puis ce que tu as pensé de la campagne électorale, surtout la question des relations internationales, si si cette question-là a même été discutée pendant la Oui, campagne, mais je veux dire, discutée de façon sérieuse, là, puis si on peut oui. vraiment dire à la fin de cette campagne-là si les libéraux, les conservateurs, les néo-démocrates, puis le Bloc québécois, s'ils ont vraiment là, des politiques cohérentes là, en la Mhm. matière. Mais bon. Voilà, moi ici, tout se passe bien. Écoute, c'est l'été, il fait 25, 26 degrés, c'est Ah, chanceux. absolument génial, puis c'est la fin de la session, donc c'est le début des vacances d'été Les vacances. jusqu'à la mi-août, la reprise des cours pour la session d'automne, puis l'année académique 2025-2026. Donc, écoute, cette semaine, on a 4 sujets. Le premier, je pense que c'est le sujet d'actualité. Au moment où on se parle aujourd'hui, c'est les funérailles du pape François Ier. Donc, tu voulais nous parler de la diplomatie, la politique étrangère du Vatican, parce qu'on a Voilà. tendance à oublier, le Vatican, c'est un État, c'est probablement le plus petit État du monde, qui est un État indépendant reconnu depuis 1929. Donc, le pape, avant d'être le chef de l'Église catholique, c'est aussi un chef d'État. Puis dans le monde Oui. occidental, c'est aussi le seul chef d'État d'une théocratie, parce que c'est une monarchie divine absolue. Donc, tu voulais nous parler de ça. Ensuite, Oui. évidemment, c'est le feuilleton hebdomadaire. Il y a toujours des évolutions sur les discussions pour un éventuel cessez-le-feu en Ukraine. Et puis moi, en deuxième partie, je vais vous parler de 2 événements historiques qui se sont produits. Le premier en 1859. Donc, je vais vous laisser sur votre faim. On va en parler dans une trentaine de minutes à peu près. 1859, ça a été le début des travaux d'infrastructure vraiment majeurs pour un grand projet qui a permis le- la navigation puis les échanges internationaux au 19e siècle. Mais c'est encore le cas aujourd'hui. C'est un des lieux de passage les plus importants au monde pour les échanges de marchandises, le commerce international. Et aussi, on enregistre le samedi 26 avril. Et le 26 avril 1986, pour les gens qui s'en souviennent, ça a été l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Donc, ça a été un événement extrêmement marquant, non seulement sur le plan environnemental, parce que les gens qui habitent évidemment dans la région, en Ukraine, en Biélorussie, en subissent encore les conséquences, mais sur le plan géopolitique, ça a été un événement marquant dans le début de la fin de l'Union soviétique. Donc, je voulais vous parler de ça. Donc, voilà, écoute, Justin, je te laisse OK. aller avec le Vatican. Alors, le Vatican, les funérailles du pape, euh, je pense que on réalise de plus en plus comment le Vatican et le pape exerce une attractivité politique et diplomatique considérable dans le monde. Parfois, on n'a pas idée de, peut-être pas de l'influence, mais en tout cas du fait que il y a bien des choses qui peuvent se dérouler au Vatican et dont nous n'avons pas l'ensemble des informations. Donc, juste pour revenir sur les funérailles du pape, à chaque fois, mais de plus en plus, peut-être à cause du fait qu'on transmet l'information plus rapidement qu'avant et puis tout est télévisé, les funérailles du pape, c'est presque le premier gros événement international sur la planète. Alors, il y a eu celui de Jean-Paul II en 2005 qui avait attiré à peu près 120 délégations du monde entier, de nombreux chefs d'État, têtes couronnées, premiers ministres. Et c'était le moment où la diplomatie vaticane, je crois, a connu un de, un de ces beaux moments parce que il y a eu des rencontres inopinées, si on peut dire, sur le parvis de Saint-Pierre de Rome. Par exemple,
le protocole diplomatique a fait asseoir le président d'Israël à côté du président de l'Iran. Et évidemment, ce sont deux ennemis, comme tu sais, et ils se seraient serré la main et ils auraient discuté quelques instants. Et c'est pas inusité aussi parce que le président israélien de l'époque est né en Iran. Et donc, il avait des notions de persan et là, il est en mesure de discuter avec son homologue iranien. Donc, c'est pour vous montrer l'attractivité du pape et du Vatican. Et cette fois-ci, d'après les statistiques qu'on peut recueillir sur la toile, il y aurait, pour les funérailles de François Ier, 160 délégations composées d'une dizaine de têtes couronnées, 55 présidents de la République, 30 premiers ministres. Je crois que c'est le plus grand rassemblement de chefs d'État de l'histoire. Il faudrait regarder pour la reine Élisabeth pour voir quel était le nombre de chefs d'État et de chefs de gouvernement. Mais en tout cas, visiblement, tout le monde voulait être à Rome, tout le monde voulait être au Vatican pour se faire voir, mais aussi pour rencontrer d'autres chefs d'État. Je ne crois pas qu'il existe une seule organisation, un seul individu qui a autant de popularité mondiale que le pape et le Vatican. Tu parlais la semaine dernière de la solidité des institutions américaines, des institutions politiques américaines. 250 ans cette année, si je me souviens bien. Oui. Eh bien, l'Église, c'est presque 2000 ans. Et c'est certainement l'organisation la plus solide de l'histoire de l'humanité. Et son chef, certainement, au cours des années, parce que ça n'a pas toujours été le cas, mais au cours des années, a développé un leadership et un réseau d'admirateurs à la planète entière. Donc, on est ici devant un phénomène qu'on comprend mal, mais qui en même temps nous donne à réfléchir sur la puissance de certaines organisations à travers leur soft power, c'est-à-dire tout ce qu'elles ont à offrir, c'est du soft power. Mhm. Oui, Et parce que, on dit même, parce que le Vatican, ben, le Vatican a une armée. Bon, oui, c'est quelques centaines la guerre de de zouaves, Suisse, mais oui. c'est ça. Mais Et on dit même que si vous voulez être bien informé, vous devez être ambassadeur de votre pays au Vatican parce que le Vatican a le réseau le plus extraordinaire déployé sur l'ensemble de la planète, sauf peut-être en Corée du Nord, ouais. de prêtres, d'évêques, de cardinaux, de sociétés religieuses qui évidemment alimentent le secrétariat d'État aux Affaires étrangères du Vatican à travers ses rapports sur, évidemment, le développement du catholicisme dans le pays qu'il couvre, mais aussi de ce qui se passe politiquement. Donc, voilà ce que j'avais à dire Oui. sur les funérailles et sur le Vatican, parce que ça me semblait intéressant de rappeler aux gens euh, le focus central là, de cette organisation et de cet État. Ouais. Oui, parce que c'est ça, le Vatican est un État souverain. Voilà, Mais avec c'est le plus petit du monde, donc ça signifie que le Vatican a l'équivalent d'ambassades ou a la possibilité d'ouvrir des ambassades des nonciatures apostoliques, comme on e- appelle, exactement dans par- chaque pays. partout dans le monde. Et ça, Voilà. c'est ça, c'est une forme de soft power qui est assez exceptionnelle. Puis, évidemment, lorsqu'il y a une visite papale dans n'importe quel pays dans le monde, c'est toujours C'est un événement. un événement majeur. Mais nous, ici, c'est en 2000, je dis ça de mémoire, c'est en 2023. Le pape était venu ici à Astana. Donc, Ouais, vraiment, je me retourne, là, c'est de l'autre côté de la rue, là. oui. C'est là où il était. Puis on avait la possibilité, là, justement, d'assister à la messe. Et puis, même si c'est dans un pays
Ici où je me trouve, c'est 80% de la population est musulmane. Je veux dire, la place là, où il était, c'était noir de monde, là. Ouais. Donc, et puis il y avait beaucoup de non-catholiques qui étaient présents juste parce que c'était le C'est pape le pape. qui était C'est une venu. star. C'est C'est une ça. star. Et puis, il faut aussi se rappeler, probablement, le pape qui a joué un rôle politique majeur dans l'histoire, c'était Jean-Paul II, là. Lorsqu'il a Voilà. été élu en 70, Ouais. 78, je pense une de ses premières phrases qu'il a dit sur le balcon de Saint-Pierre, c'était «N'ayez pas peur». Mm. Puis il y avait quelque Ouais. chose à l'époque, vous avez un pape, c'est un pape polonais, et Ouais. puis, je me souviens, je n'étais pas né à l'époque, mais ce que j'ai entendu, c'est que lorsqu'on a annoncé son nom, donc vous avez Habemus Papam, c'est la Ouais. fameuse phrase qu'on va entendre dans à peu près 2 semaines, et puis on dit le cardinal, et puis le cardinal qui prononçait le nom de la personne choisie a mal prononcé, c'était Karol Wojtyła, il l'a Yeah. mal prononcé, et puis donc les analystes se disent, mais c'est qui le nouveau De qui pape? on parle? De qui on parle? Donc, il n'était pas dans la liste des papabili, donc des favoris. OK. Donc, il ne savait pas de qui il parlait. Et puis, donc, Jean-Paul II se présente sur le balcon et dit, n'ayez pas peur. Donc, ça avait plusieurs significations, cette phrase-là. C'est, je suis un pape d'une origine non italienne. Donc, c'est la première fois en à peu Ouais. près 500 ans qu'un non-italien devenait pape. Mais c'est Ouais. aussi un pape d'un pays qui était sous occupation soviétique aussi à l'époque. Ouais. Donc, est-ce Et que il y avait c'était. des tensions, là. Il Il y y avait avait des tensions, la montée de solidarité. c'est de Solidarność, c'est ça, avec Lech Walesa. Donc, Ouais. est-ce que c'était donc une espèce de cinquième colonne soviétique qui était en train de s'intégrer dans le Vatican? Donc, il y avait des craintes à l'époque. Et puis, c'est Ou le ça. contraire. Ben, en fait, ce qui s'est avéré, c'est ça, ça a été le contraire, parce qu'une des premières visites d'État de Jean-Paul II, ça a été en Pologne, où il a rencontré le chef d'État de l'époque, le maréchal Jaruzelski, Jaruzelski. euh, qui était quand même si c'était un communiste, il faut se rendre en Pologne une fois dans sa vie, surtout un dimanche, pour Ouais. se rendre compte que les gens vont encore à l'église, là. Les Oui, églises sont oui, c'est noires vrai. de monde en Pologne. C'est un peuple qui est éminemment catholique. Même Jaruzelski, même si c'était un communiste convaincu, il y avait un fond catholique. Et puis, lorsque le pape s'est présenté devant lui, il a littéralement fondu. Et puis, il a demandé le pardon, Ouais. de pouvoir se confesser. Et puis, OK. Jean-Paul II lui avait dit, là, non. Je te refuse la confession tant aussi longtemps que tu vas garder le peuple polonais sous un joug soviétique comme ça. Donc, il a mis une énorme pression sur Jaruzelski. Jean-Paul II a aussi appuyé ouvertement Lech Walesa puis le mouvement Solidarność, Solidarité. Mm. Puis, donc, Jean-Paul II était un acteur de premier plan là, dans l'effondrement Voilà. du communisme Donc, en, c'est là Eu- qu'on peut en Europe de mesurer l'Est. l'influence ou non d'un pape. Je pense que ça, c'est un bon exemple Puis de ce qui s'est passé. va falloir voir qui va être le successeur de François Ier, des noms de papabili d'Afrique, d'Asie qui pourraient. C'est que les Européens sont devenus minoritaires Ah oui, c'est dans, ça, ils sont devenus chez les minoritaires cardinaux. chez les cardinaux. Donc, est-ce que ça va Alors, être un pape africain? On sait qu'en Afrique, il y a quoi? Il y a presque 2 milliards de personnes. Un mais pourcentage extrêmement important des Africains aussi qui sont catholiques. Donc, sauf qu'ils sont très conservateurs. extrêmement Alors, conservateur. Donc, il y vous a pas avez beaucoup de cardinaux africains qui sont aussi ouverts que l'ancien pape ex- François exactement, Ier. vous avez, Et vous donc, avez, ça va être difficile, là. vous avez un cardinal, malheureusement, dont le nom m'échappe. Je pense qu'il vient de la Guinée, qui a été extrêmement sévère en fait, il a dit l'Occident est en train de perdre son socle chrétien, Oui, catholique, et c'est ce qui a à, fondé cau- l'Occident. à cause à cause d'orientation sociale sur le mariage des prêtres ou non, l'ordination des femmes, les couples de même sexe, et toutes des avancées occidentales que les Occidentaux tentent parfois d'imposer. Mais la réaction africaine, elle n'est pas c'est- uniquement africaine. On la voit en Amérique latine, on la voit c'est- en Russie, on la voit dans d'autres pays. Voilà, donc Alors, on pourrait très bien voir dans 2 semaines l'avènement sur le trône
pontificale d'un cardinal très conservateur, puis toutes les politiques davantage progressistes de François Ier pourraient vraiment, ça pourrait vraiment Ouais. cesser. Puis François Ier avait aussi pris des positions sur la question de l'immigration. Oui, oui, oui. Sa première, Il sa avait première, enragé les Américains là-dessus, ah oui, puis et donc Trump. sa première visite officielle, c'était sur la fameuse île en Italie où les réfugiés africains, Lampedusa. Lampedusa, c'est ça. Puis Ouais. où vraiment il disait l'accueil des immigrants, c'est un devoir chrétien. Puis donc déjà, dès le début de son pontificat, il avait vraiment là, marqué Ouais. une orientation que certains décrivent comme étant une orientation très mondialiste, trop ouverte. Et en tout cas, d'après ce qu'on lit, évidemment, on n'est pas dans le secret des secrets, on sait pas ce qui se passe, on sait pas ce qui va se passer dans la chapelle Sixtine, mais il semble y avoir une volonté certains diront un retour en arrière de la part de l'Église catholique sur des Ben, questions comme celle-là, puis ben, moi, je te on va voir dirais, dans 2 semaines à peu près. on va voir dans 2 semaines, mais il ne faut pas oublier que le pape François a nommé 80% des cardinaux qui sont réunis ou qui vont se réunir dans quelques jours. Donc, on aura de quoi parler d'ici 2 ou 3 semaines, Oui, mon oui, non, cher. ça va être intéressant, puis même si Ouais. on dit là, ce qui se passe dans la chapelle Sixtine, ça doit rester un secret éternel. Il y a quand même, dans les années qui suivent, il y a toujours des journalistes qui réussissent à mettre la main sur le nombre de votes, qui a obtenu des votes au premier tour, au deuxième tour, etc. Puis on sait, par exemple, au dernier conclave en 2013, celui qui serait arrivé troisième lors du premier tour, deuxième tour, troisième tour, donc le nombre de ces votes s'est estompé au fur et à mesure où on progressait, ça a été Marc Ouellette, Oui, le cardinal le cardinal du Québec. québécois, qui ne peut pas prendre part au vote cette fois-ci parce qu'il a plus de 80 ans. Mais à l'époque, Marc Ouellette représentait une frange davantage conservatrice. Mm. Donc, on va voir les évolutions, les nominations de François Ier depuis 2013. Est-ce qu'il a nommé davantage de cardinaux qui sont progressistes? Est-ce que son successeur va... Ce qu'on dit, C'est c'est pas que mal c'est dans... 50-50. Ouais, ouais. Voilà, mais bon, il y avait la possibilité OK. de nommer des gens plus progressistes. Là, ça va être super intéressant. Puis j'ai hâte d'entendre la fameuse phrase Habemus Papam et le nom du cardinal. Ça va être. Je pense que ça va clairement être une surprise, là, mais ça va. Mais c'est ça. Sur le plan Mais diplomatique de relations internationales, c'est pas simplement une nomination religieuse. Il y a vraiment un poids non, non, politique il y et a un poids géopolitique politique. qui est extrêmement important là, dans Alors, le. laisse-moi te parler de l'Ukraine, Ouais, parce vas-y. que le temps file. Donc, cette semaine, on a eu droit à des révélations sur les plans de paix américains et ukrainiens. En fait, les Américains ont rendu public informellement ce qu'ils estimaient être un plan de paix raisonnable pour mettre fin au combat. Évidemment, les Ukrainiens ne sont pas tout à fait d'accord et ont publié leur propre plan de paix. Donc, commençons par ce que les Américains avancent. D'abord, ils veulent reconnaître de jure Mm, la Crimée. Et pour eux, la Crimée est russe et va demeurer russe. Et les Américains sont prêts à reconnaître la souveraineté russe sur la Crimée, au même titre qu'ils ont reconnu la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan syrien, ce qui est une violation des mhm, normes internationales, hein. On est d'accord, tant sur la Crimée que sur le Golan. Ils sont prêts aussi à reconnaître de facto l'occupation russe des autres territoires ukrainiens, les 4 oblasts qui font l'objet d'un contentieux donc, entre l'Ukraine et la Russie. Ils vont apposer leur veto à toute demande ukrainienne d'adhérer à l'OTAN. Ils sont d'accord pour qu'une force européenne se déploie, mais ils ne participeront pas mhm. à la force ou même à sa protection. Et ils veulent la levée des sanctions envers la Russie.
Ça ne se fera pas tout de suite. Il va y avoir des étapes, mais c'est une de leurs propositions. Il faut savoir que les Américains sont engagés ici dans deux négociations avec les Russes. D'abord, il y a le conflit avec l'Ukraine, mais il y a aussi le rétablissement des relations économiques, politiques, militaires, diplomatiques avec la Russie. Et donc, il y a deux discussions, finalement, qui se recoupent sur certains sujets, mais qui, sur d'autres sujets, reposent sur les intérêts nationaux des Américains. Alors évidemment, ce plan de paix a fait réagir les Ukrainiens et les Européens qui ne l'entendent pas de cette façon, bien sûr. Alors, les Ukrainiens ont rappelé leur ligne rouge, si on peut dire. D'abord, pas de restriction sur le nombre de militaires dans l'armée ukrainienne. Ce qu'on ne voit pas apparaître dans le plan américain, qui est très léger, faut-il le dire, hein, pas énormément d'items. Pour le contingent européen, les Ukrainiens veulent absolument que les Américains y participent et que ce contingent soit déployé sur le territoire ukrainien, ce qui risque évidemment d'être un obstacle à la négociation parce que les Américains ne veulent pas y participer, puis les Mhm. Russes vont certainement dire il n'y en est pas question. Ben, les Russes ont dit, si c'est le cas, c'est comme une façon détournée de faire entrer L'OTAN, l'Ukraine dans l'OTAN. S'il y a des troupes américaines ou britanniques ou européenne. françaises sur le territoire Alors, ukrainien, c'est, donc, c'est- t'as beau composer ouais, une force multinationale, mais si elle est composée de pays membres de l'OTAN, ben, c'est un déguisement. En tout ça. cas, c'est comme ça que les Russes le voient. Troisièmement, les Ukrainiens demandent réparation des dommages causés par les Russes avec les fonds gelés des Ouais, Russes en Occident, c'est-à-dire essentiellement en Europe, parce qu'il n'y a pas grand-chose de gelé non, aux États-Unis. Euh, il n'y a pas de demande précise chez les Ukrainiens concernant l'OTAN, sinon de dire il n'y a pas de consensus au sein des membres de l'OTAN pour notre adhésion, mais on veut quand même avoir la liberté de, d'y accéder quand on va le demander. mm, Euh, je trouve que c'est une demande bizarre parce que c'est l'OTAN qui décide quels sont les pays qui vont rentrer au sein de l'OTAN. Il n'y a pas de droit d'un pays à demander une adhésion à l'OTAN. Alors, je ne vois pas pourquoi ça figurerait même dans un accord de paix. Euh, Ça devrait être exclu, mais évidemment, mais les Russes vont dire, nous, on veut absolument que ça soit conventionné, que ça soit ouais, dans un accord de paix. Et les Ukrainiens vont dire, ben, nous, on veut se donner la ouais. liberté de pouvoir envoyer notre demande. Et tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense que l'adhésion dans l'OTAN fait partie de la constitution ukrainienne. Oui, Voilà, mais donc voilà une euh, idée un peu folle d'avoir inscrit ça dans la constitution ukrainienne, sachant que c'est le contentieux principal ouais. pratiquement avec la Russie. Donc, on verra ce que la négociation va produire. Moi, quand j'ai lu les deux plans, je me suis rendu compte que, évidemment, les Ukrainiens sont très frustrés du plan américain et on peut les comprendre. Si on était à Mhm. la place de Zelensky, on agirait de la même façon. Et évidemment, les Ukrainiens ont l'appui des Européens et tout semble indiquer que les Ukrainiens et les Européens veulent absolument retenir les Américains d'une manière ou d'une autre dans le processus de négociation et s'arrangent toujours pour faire des contre-propositions qui ne sont pas tout à fait acceptables, mais qui nécessiteraient une plus grande négociation. Et je ne sais pas jusqu'où les Américains vont avoir la patience de suivre
ce, ce cours, ce filon diplomatique, alors qu'ils veulent se débarrasser de ce problème. Mhm. Ils veulent ne plus en entendre parler. Puis Et puis c'est ça, oui, puis les échos qu'on entend depuis les derniers jours, c'est que les Américains semblent prêts à laisser tomber l'affaire, là. à tout larguer. Le Euh, Rubio a lancé des messages quand même assez clairs. Très clair. Trump Euh, aussi, que c'était vraiment pas une priorité pour eux, et puis que s'il voilà. n'y avait pas de possibilité d'aboutir sur cette question-là, les Américains n'hésiteraient pas à passer à autre chose, là. Oui. Et on voit bien que les Ukrainiens et les Européens n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Leur seule marge de manœuvre, c'est de tenter de convaincre Trump sur certains éléments du plan de paix américain, d'adopter les éléments ou certains éléments du plan de paix ukrainien. Mais la ligne est mince entre faire ça et ensuite se retrouver avec une Russie qui va mettre son veto sur à peu près tout. Ouais. Et je pense que les Américains se disent, nous, on veut satisfaire les demandes, en partie, les demandes russes, parce qu'évidemment, on a notre deuxième euh, négociation avec les Russes, qui est d'ouvrir des relations économiques, politiques et militaires avec la Russie. Et là, tout l'exercice, c'est de savoir combien de temps ça va durer, qui va cligner des yeux le premier et qui va renoncer à ses demandes. Moi, j'estime que les Ukrainiens sont encore dans une mauvaise passe, mais on verra ce que va donner la conversation que Trump et Zelensky ont eue au Vatican aujourd'hui. À Ouais. mon avis, les Américains vont rester sur leur position. Tu te souviendras que avant la scène entre Zelensky et Trump, euh, le premier ministre britannique et le président français avaient précédé Zelensky dans le bureau ovale pour tenter, évidemment, encore une fois, de convaincre Trump de se calmer, et ça n'avait donné Non. aucun résultat, comme les rencontres que les Européens ont depuis 2 mois, 2 mois et demi, sur la mise sur pied d'une force européenne, Ouais. sur des soi-disant lignes rouges européennes face à la Russie. À chaque fois qu'il y a une rencontre comme ça, on apprend après que la moitié des pays qui étaient dans la rencontre n'étaient pas tout à fait d'accord avec les conclusions que les Français ou les Britanniques faisaient circuler. Donc, euh, on va voir dans les prochains jours, mais à mon avis, les Américains vont rester sur leur position. Oui, Donc oui. voilà un peu la Non, mais mise à jour de ce qui se passe. ouais, mais c'est ça, c'est une question. La question ukrainienne en ce moment, j'ai l'impression que depuis 3 ans, ben, tu sais, beaucoup de chefs d'État, de chefs de gouvernement européens se sont un peu peinturés dans le coin en disant ben, on va combattre jusqu'à la victoire finale. Puis Voilà. là, ben, clairement, c'est pas du tout ce qui se dessine sur le champ de bataille. Puis là, ben, évidemment, pour eux, c'est difficile de faire marche arrière puis de faire admettre à leur opinion Ouais. publique que C'est la fin de finalement, partie, là. c'est ça, là. Donc, ils essaient de ménager la chèvre et le chou, puis c'est pas vraiment facile. Et c'est sûr, du côté, Trump a été extrêmement sévère aussi dans les derniers jours à l'égard de Zelensky en disant, il y a encore une fois, c'est l'expression qu'il avait utilisée dans la fameuse rencontre dans le bureau ovale, c'est que Zelensky n'a pas aucune carte en main. L'expression a été réutilisée à son égard, Ouais. mais c'est la question de la Crimée. Les Ukrainiens, Zelensky s'accroche encore à l'idée, à l'illusion. On parle ici d'une illusion que l'Ukraine va être en mesure de récupérer les territoires qui ont été perdus depuis 2014, y compris la Crimée. Euh, ben, D'autant plus, d'autant plus que c'est pas seulement Trump qui pense que la Crimée est perdue. Même le gouvernement Biden avait dit à ou- Zelensky, oublie, informellement, oublie ça, là. mettez une croix là-dessus. Ben, c'est ça. C'est terminé. Donc, il faut parler d'autre chose, des C'est autres territoires dans le c'est- sud-est, mais c'est ça, arrêter cette fixation sur la Crimée. c'est une observation objective, là. Ça ne sera pas récupéré. Puis Trump le Voilà, dit à Zelensky, tu veux récupérer la Crimée? Vas-y, vas-y. essaye. Tu n'en seras pas capable.
Je veux dire, à un moment Ouais. donné, la réalité du champ de bataille parle d'elle-même. Et puis Trump a dit, Voilà. écoutez, là, tu as perdu l'équivalent d'à peu près 4 oblasts des régions. Si tu ne veux pas faire Mm. la paix, là, on va se reparler dans un an pour faire un cessez-le-feu. Puis là, tu vas avoir perdu 5 oblasts ou 6 oblasts. Je veux Mm. dire, tu es condamné, c'est la réalité du champ de bataille, tu es condamné à perdre davantage de terrain. Donc, tu n'as rien à gagner en étirant le conflit, là. Et Ouais. puis, donc évidemment, les gens disent, ben là, c'est une concession. L'Ukraine doit à peu près tout concéder à la Russie. Ah ben c'est Ah, sûr. ben oui, je pense qu'on est le 1er novembre 1918 en Europe, là. Et Ouais. c'est l'Allemagne qui voit ses lignes être défoncées de part et d'autre. Et puis, les Allemands ont compris à ce moment-là que s'ils continuaient la guerre, les forces alliées allaient ultimement entrer en Allemagne et que l'inévitable, de toute façon, allait se produire. Donc, avant que ça se produise, ils ont signé l'armistice, qui était une paix déshonorante où ils ont tout concédé aux alliés de l'époque. Mais évidemment, ça ressemble à ça. Les gens ont fait cette comparaison-là. Mais oui, c'est le cas parce que l'Ukraine a perdu son momentum sur le champ de bataille. La Et parcelle de terrain qu'ils contrôlaient en Russie, ils l'ont perdu c'est terminé. depuis deux, Ouais. 3 semaines. Ouais. Et il n'y a absolument En fait, aucune indication sur le plan militaire que l'armée ukrainienne va être en mesure de repasser à l'offensive, là. ouais. Puis du côté des Et Européens. Oui, vas-y. ce que je voulais dire, puis peut-être qu'on peut conclure là-dessus, et toi qui est un féru de conflit, c'est que l'Ukraine subit la loi des reins des relations internationales qui a été énoncée par Thucydide dans la guerre du Péloponnèse. Le faible cède et le Ben oui, fort gagne. C'est c'est tout. ça. C'est ça. Et Et puis voilà. j'ai l'impression que malheureusement, pour beaucoup de pays européens, ils voient un peu dans la poursuite de la guerre une façon à rabais de pouvoir s'opposer militairement à la Russie. Donc, ce que j'entendais, c'est que si l'Union européenne continuait à subventionner l'effort de guerre ukrainien, ça leur coûterait à peu près l'équivalent d'à peu près 30 milliards d'euros par année. Et puis, évidemment, c'est beaucoup moins d'argent que s'ils devaient eux-mêmes investir dans leur défense nationale. Ah oui, Donc, à c'est tout assez prendre, cynique, ça. oui, c'est extrêmement cynique. Ouais. Mais c'est ça la réalité des relations Voilà. internationales. On se cache derrière de grands discours, de défense de valeurs, puis on est derrière vous à 100%. Ça, c'est le discours. Mais ce qui se passe Ouais. derrière les rideaux, c'est un petit peu plus froid, c'est un petit peu plus rationnel, puis c'est un petit peu plus Ouais. dégueulasse aussi, là. Ouais, Mais ouais. bon, voilà, c'est malheureux tout ça, mais Voilà, ah, c'était le... notre- on va suivre le feuilleton hebdomadaire. C'est sûr qu'on va s'en reparler la semaine prochaine. Voilà. Voilà, ben, écoutez, moi, très rapidement, ben, comme je disais en début d'épisode, le 25 avril 1859, ça marque le début de la construction du canal de Suez. Canal de Suez qui est, je veux dire, en termes de lieu de passage pour le commerce international, vous regardez simplement la carte. Puis vous réaliserez rapidement que ça permet de sauver des millions, voire même des milliards de dollars aux compagnies parce que si le canal de Suez avait pas été creusé, le commerce entre l'Europe et l'Inde et l'Asie devrait passer par le cap de Bonne-Espérance, donc le sud de l'Afrique pour ensuite remonter vers le continent Indo-Pacifique, alors qu'avec le canal de Suez, on est vraiment en mesure de court-circuiter ce long trajet-là. Donc, c'est la raison pour laquelle, au milieu du 19e siècle, des lieux de passage comme ça ont commencé à être creusés. Il y a beaucoup d'esclavage, de travail forcé, évidemment. Donc, c'était des compagnies britanniques, françaises, qui était derrière la construction de ce canal-là. Puis on peut parler aussi au début du 20e siècle, fin 19e, début 20e siècle, le canal de Panama, qui est aussi un Ouais. lieu de passage extrêmement stratégique en Amérique. Parce qu'encore une fois, regardez le continent américain. Si vous n'aviez pas le canal de Panama, il faudrait passer inévitablement par le sud de l'Amérique du Sud. Puis si vous avez vu les nombreux films, moi, je me souviens par exemple les aventures le Bounty avec Anthony Hopkins Oui, ben et oui. Mel Gibson, quand ils ont essayé de passer par là.
Le pour détroit de Magellan, le oui, métro. Ça a pas été, ça a pas été super facile. très dur. C'est extrêmement dur. Donc, évidemment, le canal de Panama permet là, de sauver des milliers de kilomètres, des millions, des milliards de dollars en termes d'échanges de commerce internationaux. Donc, c'est un lieu de passage extrêmement important. Puis pour l'histoire canadienne, tu pourras en dire quelques mots, Justin. Il y a quelque chose, le canal de Suez, symboliquement, c'est quelque chose d'extrêmement important pour la politique étrangère canadienne parce que c'est au moment de la crise qu'il y avait eu à l'époque en 56, en 1956, Oui, le Canada a joué un rôle majeur dans le règlement du conflit par le biais de son ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui était Lester B. Pearson, qui a eu l'idée d'inventer euh, les casques bleus. Donc, ça a été voilà, le premier déploiement de casques bleus de l'histoire, et ce qui lui a valu l'année suivante, en 57, le prix Nobel de la paix. voilà. Donc, parce qu'à l'époque, c'est ça, il y a eu la nationalisation du canal de Suez par le gouvernement égyptien du président Nasser. Et puis, vous avez eu une intervention militaire des troupes franco-britanniques qui voulaient préserver leurs intérêts commerciaux Mm. dans la région. Et puis, à l'époque, vous avez l'Union soviétique puis les États-Unis qui se sont montrés un petit peu froids face à cette intervention-là. Donc, Lester B. Pearson a senti le bon moment, l'opportunité en disant, vous avez les deux anciennes puissances qui interviennent, mais vous avez Les mères patries, les mères patries, mais vous avez les deux superpuissances qui, elles, sont opposées à l'intervention des ouais, anciennes puissances dans la région. Donc, il y a quelque chose à faire. Le Canada, qui est une moyenne puissance, qui n'a pas un hard power pour pouvoir s'imposer sur la scène internationale, on a peut-être la possibilité de devenir de jouer un rôle important dans le règlement de ce conflit-là. Donc, il a su sauter sur l'opportunité, l'occasion. mhm, Comme je disais, c'est ce qui a amené à la création des casques bleus. Euh, Puis encore, je pense que sur le plan des valeurs politiques, lorsque vous regardez les sondages au Canada, je pense que, mis à part le hockey, en termes de valeur, l'héritage des casques bleus, c'est probablement, là, ça arrive en tête de liste. Et puis, Lester B. Pearson, je crois qu'en termes de politicien dans l'histoire du Canada, c'est un des seuls politiciens canadiens qui fait quand même l'unanimité. voilà. Tu sais, lorsqu'on regarde dans l'histoire, McDonald's, on enlève ses monuments, ses statues un peu partout au Canada parce qu'il y avait une perception très négative de la réalité autochtone. Dans l'affaire de Louis Riel, Oui, il a tenu des faire propos qui pendre, n'étaient pas on va pendre, c'est ça. Puis même si tous les chiens du Québec aboie, aboient, on va le pendre quand ouais, même. Donc, le fondateur du Canada, MacDonald, on enlève ses statuts. On peut passer à travers après l'histoire de tous les anciens premiers ministres canadiens. Puis, honnêtement, Lester B. Pearson, c'est probablement le seul qui fait de l'unanimité. Donc, c'est ça. L'histoire du canal de Suez, c'est extrêmement OK, important dans l'histoire très canadienne. intéressant. Mais c'est ça, c'est un lieu stratégique. Ça a toujours été un lieu stratégique extrêmement important. Le canal de Panama aussi. Puis, vous remarquerez, canal de Panama, Trump, lors son retour à la Maison-Blanche, il en a fait une quasi-fixation. Puis Ouais. là, on se rend compte que ces lieux-là, dans un monde qui est de moins en moins convergent, qui est de plus en plus compétitif entre, d'une part, les États-Unis, puis la puissance émergente qui est la Chine, on se rend compte que le contrôle de ces lieux de passage-là pour le commerce international, redevient extrêmement important. Donc, le canal de Panama, dans le cas de l'Amérique, le détroit de Malacca, en Asie du Sud-Est, pour la Chine, Oui. c'est extrêmement fondamental. Le passage du Nord-Ouest, on va voir là, au cours des prochains mois, des prochaines années dans la politique canadienne, mais ça risque de devenir un lieu géopolitique extrêmement important parce que c'est un lieu de passage maintenant où les bateaux peuvent naviguer presque 12 mois par année, donc y compris les bateaux chinois, les bateaux russes. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller. Donc peut-être le retour sur la scène internationale de ces lieux de passage à haute importance géostratégique. Mm. Puis Ouais. voilà, c'est la raison pour laquelle je voulais parler du canal de Suez. Puis dernière chose que je voulais parler, ben, c'est ça, on est le 26 avril, là, au moment où on se parle.
Et puis, ben c'est ça. Le 26 avril 1986, à Tchernobyl, il y a eu l'explosion du réacteur numéro 4, euh, vous connaissez la suite de l'histoire. Les gens qui ont pas vu la mini-série qui s'intitule Tchernobyl, qui a été produite par HBO, je vous invite à regarder la mini-série parce que c'est vraiment exceptionnel. Puis historiquement parlant, c'est vraiment, il n'y a pas d'anachronisme. C'est vraiment très fidèle à ce qui s'est produit. Euh, Moi, je dirais aussi sur le plan personnel, ma femme est kazakh. Et puis, on écoutait la série ensemble. Et puis, il y a deux ou trois ans de ça. Puis, elle m'a avoué à l'époque que son père avait été un liquidateur de Tchernobyl. Donc, il a été envoyé sur place pour déblayer sur le toit du réacteur numéro 4 là, les débris radioactifs avec une pelle, puis essentiellement des gants en plastique, là, Mhm. qui ultimement lui a coûté sa vie quelques années plus tard, là, à cause du cancer. Donc, c'est ça. Personnellement, c'est quelque chose qui me touche. Mais c'est aussi, ça a été un moment important aussi dans l'effondrement de l'Union soviétique, parce qu'au milieu des années 80, il faut se souvenir, là, l'Union soviétique, pleine crise économique, euh, les files d'attente devant les épiceries qui étaient vides. Ouais. Donc, ça a été un moment extrêmement important. Gorbatchev qui a voulu libéraliser aussi l'économie soviétique, créer un moment de transparence à glasnost qui permettait aux gens de pouvoir exprimer librement leur critique à l'égard du régime. Donc, puis l'intervention en Afghanistan aussi, qui avait commencé à l'époque de Brejnev en 79. Donc, c'est un moment extrêmement dommageable dans l'histoire de l'Union soviétique. Et puis, pour beaucoup de personnes, ça a été le coup fatal qui a entraîné l'effondrement de l'Union soviétique parce que c'est à ce moment-là que les Soviétiques ont réalisé que leur gouvernement leur mentait. C'est un mensonge étatique parce que voilà, ça s'est produit le 1er avril, l'explosion du réacteur, et puis l'évacuation de la ville de Pripyat, où les travailleurs de Tchernobyl habitaient. Euh, je suis allé d'ailleurs à Tchernobyl, c'était en l'été 2006. Je me suis tenu à peu près à 150 mètres du réacteur. J'ai visité Pripyat, c'est une ville fantôme. Mais c'est après à peu près 5 ou 6 jours avant que les autorités soviétiques évacuent la ville, alors que les gens avaient été irradiés. Mhm. Euh, Puis les gens ont réalisé à ce moment-là que leur gouvernement leur mentait. Et puis ça, en matière de confiance, le contrat social, ça a eu un effet extrêmement négatif. Puis je l'ai vécu ici encore une fois pendant la pandémie, lorsqu'il y a eu les règles qui ont été mises en place Ouais. de confinement. euh, les gens, il n'y en avait absolument rien à cirer, là. Et puis lorsque je leur posais la question, oui, mais pourquoi est-ce que tu refuses d'accepter ce que l'État te dit de faire? Quand même un virus, on en parle dans tous les médias, il y a des gens qui en Mhm. meurent. Puis la réaction, c'était, je ne fais pas confiance à mon gouvernement. Et puis ça, Ben c'est oui. l'héritage de Tchernobyl. De Tchernobyl, C'est le oui. mensonge étatique. Vous nous dites qu'il y a un virus ou qu'il y a ci ou ça, mais en réalité, c'est pour mieux nous contrôler, puis etc., etc. Donc, moi, ce que j'ai vécu ici, c'était Ouais. euh, c'était une désobéissance civile à grande échelle, là. Ouais. Et vraiment, encore une fois, lorsqu'on posait la question aux gens, pourquoi vous ne respectez pas les règles, ce qui revenait constamment, c'était je ne peux pas, je ne fais pas confiance à l'État. Puis lorsque la vaccination a commencé, nous, Commencer. le taux de vaccination ici dans le pays, ça a été à peu près 50 Ah avec oui. le vaccin chinois puis le vaccin Chinois. russe. Les vaccins OK. Pfizer, Moderna, c'était, Il était hors de question. Ouais. pour ainsi dire, pas disponible ici dans le pays. Ouais. Mais c'est un taux de vaccination d'à peine 50. Puis encore une fois, on pose la question aux gens, oui, mais on dit que le vaccin il sauve des vies, tu n'as pas envie de te protéger, toi et ta famille. Je fais pas confiance à l'État. Donc Ah ça, ouais. là, OK. je veux dire, plus de 30 ans plus tard, Ouais. Ça reste l'héritage, toujours. ça a toujours resté Ouais. marqué dans l'esprit des gens, parce Ouais. qu'encore une fois, non seulement vous avez le mensonge étatique, mais vous avez, comme dans le cas de mon beau-père, lorsque ces gens-là sont revenus à la fin de leur service militaire, malades comme des chiens, qui commençaient à développer des cancers, comme les gens n'avaient jamais vu auparavant, les gens sont pas cons, là.
Oui, Même si on était oui, dans un État autoritaire ou totalitaire comme l'Union soviétique, les gens ne sont pas stupides puis ils réalisent qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, de pas normal qui ouais, est en train de se passer. Et puis ça, et non, non seulement c'est resté dans l'esprit des gens qui ont vécu l'événement de l'époque, dont ma belle-mère en particulier, mais aussi leurs enfants et mm, aussi leurs petits-enfants. Donc, c'est vraiment une espèce de méfiance à grande échelle ouais, à l'égard de l'État. Et puis, ça a été un choc. Ça a quand même été assez étonnant de constater ça de ma part. Mais c'est ça, à l'époque soviétique. Et si vous regardez la série, vous avez le physicien nucléaire Legasov, Vassili Legasov, qui a tout balancé. Lors du procès là, des gens qui avaient été responsables de l'incident nucléaire, il a tout OK. balancé en public pour dire On sait ce qui s'est passé. on sait ce qui s'est passé et oui, c'est une erreur humaine, mais c'est aussi un problème technique. Les réacteurs nucléaires soviétiques, dont celui qui se trouve à Tchernobyl, et dans une multitude d'autres centrales nucléaires en Union soviétique qui sont toujours en opération, il y a Ah oui, un problème fondamental dans le design, OK. dans la fabrication de ce réacteur-là. Et puis, Ouais, il y a urgence en la matière. Il faut régler le problème parce que ce qui s'est produit à Tchernobyl risque de se reproduire dans n'importe quelle autre centrale soviétique. OK. Il a tout balancé. Puis évidemment, à l'époque, comme l'information était très contrôlée, Encore contrôlé. ils ont été en mesure là, de mettre le, D'abrier ça, quoi. briller tout ça, mais lorsqu'il s'est suicidé, en fait, 2 ans plus tard, le 26 avril 1988, il avait laissé des enregistrements de ce qui s'était passé, de son témoignage, qui ont par la suite été diffusés auprès de la communauté scientifique soviétique. Et puis le secret a été éventé comme ça, là. OK. Et donc, que j'invite vraiment les gens, si vous n'avez pas vu la série Tchernobyl, vraiment de l'écouter. Parce qu'encore une fois, sur le plan historique, c'est très fidèle. Il y a pas énormément d'anachronismes. Et puis, ça permet vraiment de voir à quel point ça a eu un impact très, très, très dommageable auprès de l'opinion publique soviétique par rapport à la légitimité du Ouais. régime. Et puis moi, je peux le confirmer, ça l'a laissé des petits. La radiation de Tchernobyl, là, c'est pas simplement en matière de vraiment de radiation qui continue à sortir du réacteur numéro 4, mais c'est la radiation des esprits, la méfiance Ouais. systématique à l'égard de l'État. Et puis ça, Juste, c'est quelque chose en Occident qu'on on a un petit peu de la misère à s'imaginer. Puis en fait, c'est vraiment l'opposé. Parce que lorsque les campagnes de vaccination ont commencé en Occident, c'était oui, 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 on fait la file, puis c'est vraiment important, ah puis ben oui. on dénonce Ouais. nos voisins, etc., etc. Alors qu'ici, c'était complètement l'inverse, là. Et puis, voilà, moi, je vivais quelque chose alors que ce que je voyais aux nouvelles chez vous au Québec, c'était vraiment à l'opposé, là. C'était le Ouais. jour et la nuit. Puis et c'est en voyant cette dichotomie-là que j'ai vraiment réalisé quel était l'héritage de, 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 Alors, de alors l'incident de moi, Tchernobyl. j'ai fait confiance aux autorités soviétiques parce que mon premier voyage en Union soviétique, c'est en 1987 et Ah on oui? m'a amené dans un petit village pas loin de Tchernobyl. Et j'avoue que j'étais pas très courageux parce que je me disais, il y a peut-être encore des radiations. Parce que on nous dit que ça dure des années, sinon des siècles. Ouais. Alors, mais je suis quand même allé faire le reportage auprès des réfugiés de Tchernobyl qu'on avait installés dans toutes sortes de petits villages autour de la centrale. Mais bon, c'est pas ça qui m'a fait perdre mes cheveux. Ça avait déjà commencé avant que j'aille à Tchernobyl. Alors voilà pour la petite C'est histoire de ben, c'est Tchernobyl. ça, c'est ça. De mémoire, c'était à l'été 2006. Je m'étais rendu en Ukraine, puis je me suis dit, tiens, j'avais vu qu'il y avait c'était possible d'aller sur le site de Tchernobyl. Et puis, Oui, oui. j'avais quand même pris des renseignements. J'avais contacté des gens auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Bon, vous avez des C'est allé en organisateurs. 2006. C'est en 2006. Oui. Vous Non, c'est avez parce que tu as des. dit en 1986. Oh, non, 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 Alors, non, non. non, non. En 2006, puis les gens me disaient, effectivement, il y a des groupes organisés, c'est possible d'aller visiter la centrale. Mais écoutez, nous, on a des employés de l'agence qui travaillent Ben sur oui, qui sont place. sur place. Ouais. Donc, écoutez, si on permet ça, c'est que
C'est Globalement, safe, entre guillemets. c'est pas si dangereux que ça. Donc, si vous y Ouais. allez pendant ne serait-ce que quelques heures, il n'y a pas de problème, mais j'ai encore la photo. Je suis écoute, à 150, 200 mètres là, du réacteur qui n'était pas encore recouvert à l'époque avec OK. La chape là, de la chape béton. de béton qui a été complétée à peu près une dizaine d'années plus tard. Puis j'ai le compteur Gégère à côté de moi, puis ça grichait, là, ça faisait du bruit. Là, donc, c'était un petit Mais peu. t'as pas l'air malade. Non, non, ça va. J'ai encore mes cheveux. Mais le plus drôle, Bon, c'était qu'il nous disait au début de la visite, écoutez, en Ukraine, évitez de consommer des baies sauvages, des champignons, parce que ça ouais. absorbe la radioactivité. Je dis, bon, OK, c'est noté. Et puis, à la fin de la visite, il y avait un repas dans la cantine, la cafétéria de la centrale de Tchernobyl. Et puis, ce qu'on nous sert, le premier repas, ce qu'on nous sert, c'est une soupe aux champignons. Bon, Et il y avait à peu près huit personnes avec moi dans le groupe. On s'est tous regardés, puis on s'est dit, bon. les champignons viennent d'où? Est-ce qu'on mange la soupe? Inutile de dire que personne n'a mangé la soupe. Ouais, On n'a pas voulu prendre de chance, mais non, mais vraiment visité Pripyat, la fameuse ville fantôme. Il y avait un parc pour enfants, là. Vous avez une grande roue qui était sur la grande place de Pripyat, puis c'est rouillé, puis vous entrez dans les édifices, les immeubles où les gens habitaient, puis ils sont, ultimement, 5, 6 jours après l'explosion, les autorités soviétiques ont dit, ben, là, il faut évacuer l'endroit. Amenez une seule valise avec vous, vous allez revenir dans une semaine. Tu sais, amenez uniquement avec vous OK. Alors, l'essentiel. Donc, tout est là. vous êtes dans l'immeuble, puis vous avez là, tu sais, des poupées d'enfants qui sont encore par terre. Vous avez des affiches de Lénine, tu sais, de l'Union soviétique, la Ben, fossile et le ça marteau. ressemble. C'est une ville figée dans le temps, là. Tout s'est Ouais, ouais. arrêté en 1986. En fait, ça ressemble souvent à des zones tampons entre deux factions dans un conflit. Si tu vas à Nicosie, à Chypre, c'est C'est vrai. exactement ça. Il y a la zone verte à Nicosie, il y a les Turcs au nord, les Grecs au sud, et là, tu vois la vaisselle, les voitures, les vêtements que les gens ont abandonnés en 1974. Donc, 50 ans plus tard, c'est toujours C'est toujours comme là. ça parce que le conflit n'est pas réglé. Voilà. Voilà, mon cher. Bon, sur ça, ben écoutez, je pense que la semaine prochaine, on va peut-être parler du résultat de Oui, l'élection oui, fédérale de lundi. ben oui, de lundi dans 2 jours. Les projections en ce moment, si elles sont Écoute, fiables. c'est les c'est- sondages qui guident les projections. C'est mais sûr que ça s'est resserré beaucoup ouais, entre les libéraux et les conservateurs sur le plan national, mais c'est pas ça qu'il faut regarder. C'est les plans régionaux. Parce qu'en Ontario, il y a toujours un différentiel entre 8 et 10 points d'avance pour les libéraux. Dans les maritimes, c'est 20 points d'avance pour les libéraux. Au ouais, Québec, c'est 16 points d'avance pour les libéraux. Donc, il reste l'Ouest canadien qui est un avec acquis pour les conservateurs de toute qui est un façon. acquis, quoique en Colombie-Britannique, c'est toujours les libéraux qui mènent, mais avec 2, 3 points Ouais. d'avance. Et on dit même qu'en Alberta, Oui, il y a des les libéraux circonscriptions ont urbaines. 30, Oui, oui. 30 OK. points, ont 30 des votes. Ouais. Alors, il y aura peut-être 2, 3 libéraux d'élus dans ce coin-là. La région Alors, d'Edmonton. On va est-ce qu'on se voir. dirige vers un balayage libéral? C'est peut-être possible, on verra. Ce qui est Mais assez. Ce qui est, en fait, c'est difficile de dire. L'élection américaine de l'automne dernier, il y avait un pattern. Les nombreux sondages disaient à peu près la même chose. oui, C'était possible de projeter de manière assez Madame Harris avait 1 point parfois d'avance C'est ça. Alors, sur Trump. alors qu'on savait d'avance que les intentions de vote à l'égard de Trump avaient tendance à être sous-estimées. Donc, on Mais pouvait. en plus, c'était encore une photographie nationale, alors qu'il Oui, faut c'est ça. aller dans Dans cinq les ou États, six États clés. Et là, c'est là que c'est Trump ça. avait l'avantage. Mais lorsque vous regardez les sondages au Canada, vous avez Main Street, vous avez Écosse, Abacus, Léger. Il y a énormément de différences là, entre tous ces sondages-là. Donc,
c'est difficile d'avoir une idée de ce qui peut se produire. Tu sais, vous avez, par exemple, je pense que c'est Mais Main Street qui donne oui, un siège au Parti populaire du Canada de Maxime Bernier dans les Prairies. alors, Main, Euh, Main- bon, cette maison de sondage, pendant toute l'élection, a été à contrario des autres. c'est ça, C'est-à-dire que souvent, il donnait 1 ou 2 points d'avance aux conservateurs, alors que toutes les autres maisons le de sondage sondage, donnaient 4, 5, 6 points d'avance aux libéraux. Alors, il y a un sondeur qui a dit, si jamais les conservateurs gagnent lundi, ça aura été la plus grosse erreur des sondeurs depuis 1950, c'est-à-dire depuis qu'on fait des sondages pour les élections fédérales. Ça serait douteux que les maisons de sondage se soient trompées à à ce ce point-là, point-là, c'est ça, parce qu'on revient toujours à la base, c'est dans les régions que ça va se déterminer. c'est ça. Donc, il Tu sais, faudra quand tu penses voir, qu'à Toronto, et dans sa banlieue, l'avance libérale est de 15 à 30 points sur les ouais, conservateurs. Il y a 40 circonscriptions là, juste c'est dans ça, cette, c'est juste là. ça. Puis dans En les tout cas, on maritimes au en Québec, reparle, mon cher. oui, oui, ben c'est ça, ça va. En tout cas, une chose est sûre, à la lumière des sondages, le NPD, ça devrait pas être une super soirée pour eux lundi. Ils Non. pourraient perdre leur statut de parti officiel. Ils auraient besoin de douze députés. C'est loin d'être acquis. Même leur chef pourrait fort bien être défait dans sa circonscription. Voilà. Pour le Bloc québécois, ben, ils perdraient des sièges là, par rapport Oui, mais tu vois, à eux, ce ils qu'ils sont sont. stables, hein. On leur en donne 20 au lieu des 34 qu'ils ont Ouais. Puis actuellement. c'est quand même une baisse quand même Ah ben oui, assez oui. significative Ben, c'est parce que pour tout le le monde, Bloc. les gens ont décidé d'abandonner les bloquistes pour voter pour les libéraux parce C'est que ça. pour eux, la menace, c'est le Parti conservateur. C'est ça. Donc, tout ça pour dire que pour Jack Minting puis Yves-François Blanchet, ils doivent se mordre les doigts de pas avoir fait tomber le gouvernement Trudeau en septembre dernier, alors qu'il cartonnait dans les sondages. Eh oui, eh oui. Et voilà. Des fois, trop Mais attendre, ne pas être opportuniste, trop attendre en politique, ça peut en tout coûter cas, extrêmement cher. On verra lundi. les règlements de compte les plus durs vont bien être au sein du Parti conservateur parce que on va reprocher à Poilievre d'être passé de 20 points d'avance Ah à oui. 5 points en retard. Ah oui, d'avoir perdu Dilapider une ça. victoire qui était garantie, là, il y a 2 mois à peine, là. Ah oui, non, bon. On en reparlera la semaine prochaine. Très bien. Bon, ben écoutez, chers auditeurs, j'espère que vous avez aimé ce 32e épisode. Et puis, écoutez, sur ce, on vous souhaite une très bonne semaine. Puis, ça sera un plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Allez, au revoir.